écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 225e épisode le 21 avril 2021. On a suivi les annonces d'Apple avec plein de nouvelles choses à décortiquer, critiquer et savourer. Les fameux AirTags, pastilles de géolocalisation, des nouvelles Apple TV avec de nouvelles télécommandes et surtout de nouveaux produits avec le processeur M1 qu'on ne présente plus, le processeur d'Apple, de nouveaux iMac au design très différent des précédents, mais aussi l'iPad Pro, et oui, surprise, qui intègre donc le même processeur que les Mac. On va parler de tout ça. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve les voix que vous avez désormais l'habitude d'entendre après chaque conférence Apple. Amoureux également, eux aussi, des belles technologies pensées avant tout pour les utilisateurs, à commencer par mon compère du podcast Relive dédié à l'amélioration du quotidien et au développement personnel, également derrière le podcast Apple Différemment, évangéliste du cloud, c'est Matt, alias prof du web. Salut Matt. Salut, enchanté d'être ici aujourd'hui. Bon, grand plaisir partagé, c'est toujours des bons événements sur lesquels on passe un petit moment de plaisir ensemble, et ensemble c'est bien évidemment avec celui qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accompagner pour débriefer avec piquant, pédagogie et enthousiasme, mais aussi, je vous le dis, une pointe de sarcasme, c'est Léo Duff. Salut Léo. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien, comme je dis, toujours un petit moment de fête, un petit moment de plaisir entre nous pour relayer ces petites annonces qui indiquent des marqueurs forts dans l'actu tech. On va donc dérouler tout ça. Un petit mot quand même avant qu'on déroule toutes nos news pour rappeler que vous avez la possibilité de soutenir Tech Café, de soutenir mon travail, et il y a deux manières pour ça, un phare. La première, c'est d'aller rejoindre un espace premium privilégié grâce à Patreon, une seule adresse pour tout comprendre et savoir comment profiter d'avantages exclusifs en faisant partie de l'élite, ni plus ni moins, des auditeurs. Patreon.com/techcafé, TECHCAFE. Et puis une autre manière, c'est de partager votre amour pour Tech Café grâce aux avis que vous pouvez déposer dans votre app de podcast favorite. Il y a par exemple Carpman qui a dit « Avec Niptech, c'est le meilleur podcast tech, je prends ». Et puis il y a Salem qui dit « C'était un de mes podcasts tech préférés ». Il a mis que 4 étoiles, vous allez voir. Avec celui du Rendez-vous Tech de Patrick, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est un podcast infomercial à la gloire d'Apple, tout comme celui de Patrick Béja. C'est dommage, vraiment. Alors forcément, quel meilleur épisode pour tenter de se défendre d'une telle remarque dans un épisode spécial Apple. On va s'en occuper, mais avec respect et pédagogie, bien entendu. Oui, mais cela dit, elle est intéressante, sa remarque à Salem, parce que, d'une part, je pense que c'est pas vrai au global pour Tech Café, en tout cas. Il y a la voix de Guillaume Poggiaspala, que vous avez l'habitude d'entendre, qui est très critique envers Apple, et puis qui a une large place dans l'émission. D'une autre part, parce que, même si j'aime bien, moi, personnellement, ce que fait Apple, j'en sonce pas tout, et je crois pas qu'on parle que de ça. Mais, d'une autre part, parce qu'il faut aussi le reconnaître, c'est aussi grâce à Apple qu'on peut faire croître une audience ou un lectorat. Quand un média parle d'Apple, il attire un public. C'est comme ça, quoi. C'est quelque chose qu'on constate. Je crois que ça sert aussi, d'ailleurs, in fine, les propos qu'on pourrait avoir de critiques envers la marque, et puis que ça permet au plus grand nombre de faire découvrir de l'actu tech au sens large. C'est une forme de vitrine. Moi, je le prends aussi comme ça. Mais c'est une remarque que t'as souvent, Léo, j'imagine, toi qui parles régulièrement d'Apple. Mais forcément, c'est une remarque qu'on a très souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Apple pour une raison ou pour une autre. Certaines sont bonnes, d'autres non. En fait, il faut comprendre que parler d'Apple, c'est parler de la technologie. C'est comme ça peut en embêter certains, mais quand vous parlez d'Apple, vous parlez de l'ensemble du marché. Alors ça veut pas dire que Apple est le centre du monde et qu'il n'y a qu'eux qui font de l'innovation, mais en général, ils en font partie de l'innovation. En général, ils sont même plutôt à instaurer l'innovation. Il suffit de le voir dans les salons tech, comme on peut voir au CES ou alors au MWC, etc. Quand il y a eu une annonce Apple juste avant, on a tendance à avoir une nouvelle tendance qui va naître. Alors parfois ça va être le Face ID, parfois ça va être le Touch ID, etc. Donc parler d'Apple, c'est parler de l'ensemble du marché. Et il faut comprendre l'importance qu'a Apple et l'importance qu'ont les keynote Apple, et on le voit sur les réseaux sociaux en fait. Donc forcément, il y a un moment où on parle d'Apple, et que ça plaise ou non, c'est quand même extrêmement important comme événement. Il y a peut-être d'ailleurs deux visions de ces choses-là. Il y a le fait que tout le monde suit Apple parce qu'ils dictent la mode et parce qu'ils sont très bons en communication et que ça entraîne tout un mouvement de produits derrière. Mais une autre interprétation, qui est d'ailleurs pas forcément à opposer à la première, c'est celle qui vise à positionner Apple comme étant une marque qui effectivement réfléchit avant tout aux utilisateurs et qui donc pose des marqueurs technologiques pour les consommateurs très forts. Matt, d'ailleurs, je peux aussi
aussi te retourner la question. Est-ce qu'avec ton podcast Apple différemment, t'as le sentiment d'être plus clair sur la ligne éditoriale, du coup d'éviter ce type de critique? Est-ce que le contrat est plus clair ou est-ce que tu as aussi des critiques envers porte-parole de la marque Apple que tu peux être? Lorsqu'on s'appelle Apple différemment comme podcast, on s'attend un petit peu à ce qu'on parle d'Apple. Ouais. J'ai pas ce genre de critique-là, mais je rejoins tout à fait Léo. Puis c'est dans les tendances actuelles et futures, mais c'est aussi dans l'histoire. Je vous rappelle, messieurs, que Apple est beaucoup dans l'histoire, de la Silicon Valley, de beaucoup d'événements qui sont maintenant acquises pour nous en informatique, les interfaces graphiques, le téléphone. Bon, oui, il y en avait d'autres qui l'avaient développé, mais le téléphone, la mobilité est pas arrivée avec l'iPhone chez Apple. Fait que, bref, oui, c'est un marqueur très très fort de l'informatique en général. Ils ne sont pas les seuls, certes, mais c'est quand même bien plus rigolo avec Apple, je trouve. Eh ben, sans autre forme de procès, on va justement vous relayer ce qui a été annoncé hier. On aura quelques petits éléments d'actu si on a le temps en fin d'émission, mais on a beaucoup de choses à dire sur l'événement qui a été diffusé hier. Quand on parlait auparavant d'événements, vous le savez, c'était des retransmissions d'événements physiques. Ça appartient au passé. Désormais, on s'est installé dans des événements qui sont tout simplement des vidéos réalisées par la marque et diffusées à l'heure H. D'ailleurs, j'allais dire un peu pour notre plus grand plaisir. On se posait la question à chaque fois. On va pas, se poser trop la question, mais je pense qu'on a tous largement apprécié le fait que ce soit diffusé en vidéo, que ce soit rythmé, que ce soit construit. Alors non pas qu'avant c'était pas rythmé, mais là on sent qu'il y a de la vraie production et finalement c'est aussi un gage de plaisir. On remarque d'ailleurs jusque dans les détails, je sais pas si vous avez vu l'apparition de Tim Cook devant des lilas, donc de couleur violette pour annoncer ou qui précédait juste avant l'annonce de l'iPhone couleur violette. Je sais pas si vous avez mauve plutôt. Je sais pas si vous avez relevé ça, mais non, moi j'ai vraiment relevé la musculature de Tim Cook qui s'est servi de Fitness Plus pendant le confinement, je crois, parce que musclé maintenant. Hein. Ah, j'ai même pas fait gaffe. D'accord. J'irai re-regarder la vidéo, mais avec un regard différent. Je vais faire la minute de la mauvaise langue juste avant de dérouler les news tech, parce que c'est vrai qu'il y a Apple qui se positionne, vous le savez maintenant, sur un créneau très vert, très respectueux de l'environnement, notamment en annonçant des enjeux de neutralité carbone. On l'avait déjà relayé. Ils économisent beaucoup de métaux, notamment en capitalisant beaucoup sur le recyclage. Donc ils ont des chiffres très forts là-dessus et ils le rappellent dans les présentations, mais évidemment ils nous rappellent aussi quelques minutes après que, comme je vous le disais juste avant, ils annoncent un iPhone avec une nouvelle couleur et puis on pourrait être aussi critique en disant qu'ils annoncent des accessoires, les AirTags qu'on va potentiellement répandre partout, une carte de crédit qui facilite encore la consommation. Il faut qu'on se fasse quand même le relais de la minute mauvaise langue, on va pas passer trop de temps quand même là-dessus. Matt, peut-être une remarque là-dessus, qu'on se fasse l'avocat du diable une bonne fois pour toutes et qu'on se fasse plaisir après. Ça demeure facile de les critiquer sur cet aspect-là. N'en demeure que ils le font. Et qu'ils l'ont tellement avancé, annoncé, que maintenant Amazon emboîte le pas sur certaines verticales, les emballages notamment, sur certaines façons de concevoir ces produits. Encore une fois, comme le disait Léo au début, c'est pas eux qui annoncent l'écologie dans la tech, mais c'est quand même eux qui partent le bal. Et encore une fois, ça demeure une entreprise. Alors oui, on doit faire de l'argent au niveau de l'entreprise, sinon il n'y a plus d'entreprise. C'est comme ça qu'on crée la richesse d'une entreprise. Mais en même temps, il y a quand même une conscience sociale et on parle d'écologie, mais c'est à d'autres niveaux aussi, que ce soit la diversité, que ce soit le fait d'amener plus de femmes au niveau du board de Microsoft, que ce soit sur plein d'aspects. J'allais dire Microsoft, Apple montre l'exemple et puis c'est à souligner quand même. Franchement, dans des conférences que je suis très tech au niveau du cloud, que ce soit AWS, Google, Microsoft, on voit pas le centième de ce qu'on peut voir en termes de diversité, par exemple, et d'égalité hommes-femmes ou de genre ou de toutes sortes. Fait que, oui, il faut le souligner. Mais après ça, évidemment, on peut critiquer les couleurs de l'iPhone qui vient de sortir, le fait qu'il sorte une carte de crédit, le fait de plein de trucs. Mais oui, mais ça demeure quand même une compagnie, messieurs. Ils doivent faire de l'argent.
Ils sont quand même difficiles à critiquer à ce niveau. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que premièrement, ils sont exemplaires à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on veut les critiquer, va d'abord falloir critiquer tous les autres et ça va prendre du temps. Et en plus de ça, Apple va pas arrêter de faire de la technologie pour faire de l'écologie. C'est le problème inverse. Ils font de l'écologie pour pouvoir continuer à faire de la technologie. Donc que personne ne s'attende à ce que demain ils se restreignent pour l'écologie, ça n'arrivera pas. Ouais, il va falloir composer avec ça et au final, je pense que quand même le bilan est plutôt satisfaisant. Un autre signe, hein, d'ailleurs, c'est qu'on a tous intégré maintenant que les iPhones sont commercialisés sans leur chargeur et que les marques concurrentes qui s'en moquaient font désormais pareil. Donc bon, voilà, on pourrait mettre beaucoup de choses dans la balance. On va pas passer plus de temps là-dessus. Je vais pas non plus m'attarder sur cette couleur mauve que moi je trouve très très belle. Mais j'ai mes collègues qui sont créa, directeurs artistiques, qui sont souvent des filles d'ailleurs et qui critiquent beaucoup cette couleur, qui ne l'aiment pas beaucoup, qui disent que c'est une couleur à bannir. J'attends de voir leur réaction sur ce nouvel iPhone. On va plutôt parler des AirTags. C'est difficile de les présenter parce que en fait on les a déjà présentés à plusieurs reprises. Le nombre d'accessoires compatibles AirTags sur les magasins en ligne, sur les boutiques en ligne sont pléthores et on sait à peu près tout ce que c'est. Je me dois quand même de les représenter. Ce sont donc des petites pastilles technologiques, toutes mignonnes, toutes rondes, qu'on peut d'ailleurs faire graver avec presque tout ce qu'on veut. Alors des emojis, des textes, si tant est qu'on soit pas trop vulgaire selon Apple. C'est des petites pastilles en Bluetooth qui ont 1 an d'autonomie avec une pile, vous savez les fameuses piles qu'on a souvent dans les télécommandes de voitures, là les CR 2032. Donc 1 an d'autonomie, qui sont nativement intégrés au service localisé Find My qu'on trouve sur les appareils Apple, qui permettent tout simplement de géolocaliser tout et n'importe quoi. Alors évidemment, ça se base pas sur une géolocalisation GPS ou Galileo, mais ça se base uniquement sur le Bluetooth et on pourrait y voir une forme de limite, sauf que, comme vous le savez, le service localisé d'Apple, et on l'avait relayé dans le dernier épisode de Tech Café, c'est ouvert et capitalise sur tout un maillage d'appareils Apple qui est évidemment très important et très dense et qui permet donc de géolocaliser assez précisément l'emplacement dans l'espace dans lequel peut se trouver l'appareil. Et ces AirTags sont aussi compatibles, intègrent aussi une puce U1 qui permet de géolocaliser encore plus précisément avec les appareils compatibles. Donc on sait si jamais en gros le petit AirTag il se trouve sous le canapé ou en haut de l'étagère ou derrière les livres de la bibliothèque. C'est probablement le cadeau Apple parfait s'il en est, qui va s'offrir et qui va s'acheter par paquet. Probablement d'ailleurs un des meilleurs points d'entrée pour l'écosystème, peut-être bien plus accessible et bien plus facile à appréhender qu'un iPhone, qui se vend donc 35 €. Il se vend aussi par paquet de 4. Je vous le disais, il va s'en vendre beaucoup. Donc un paquet de 4 pour 119 €. Les précommandes commencent vendredi, donc le 23 avril, et seront livrées une semaine après. Il y a beaucoup de choses à dire derrière ce simple petit appareil, Léo. Alors, j'espère que vous avez le temps. Oui, je vous ai préparé un petit exposé que j'ai sobrement intitulé « Vous allez acheter une palette de AirTags » et je vais composer mon argumentaire en 3 points. J'ai nommé le premier point « Bordel, où sont mes clés ?» que l'on peut aussi décliner en « Mais où j'ai mis mon portefeuille ?» Parce que je sais que vous dites cette phrase au moins une fois par jour. En tout cas, vous la sortiez une fois par jour puisque ça va changer. Parce qu'à partir du moment où vous y aurez attaché un AirTag à vos clés, à votre portefeuille, tout ce que vous voulez, il vous suffira de demander à Siri où vous avez mis vos clés et ce sont les haut-parleurs du AirTag qui vous appelleront. Ou alors, plus ludique encore, vous sortirez votre iPhone et une flèche vous guidera jusqu'à votre portefeuille. Ça peut être un truc aussi à faire à Pâques avec les enfants, avec des chocolats. Oui. Deuxième point, vous vous y attendez, le point, je savais que j'aurais dû garder un œil sur ma valise. Vous êtes dans le train, vous arrivez à bon port et finalement vous voyez que vous n'avez plus votre valise que vous avez mis derrière votre siège. Dommage. Un AirTag entre vos caleçons et chaussettes, vous bénéficierez du meilleur réseau de traçage qui s'appelle Localisé. Voilà. C'est créé par Apple. C'est un peu technique, mais je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, quand vous perdez un appareil, il envoie continuellement des signaux Bluetooth à tous les appareils iOS ou macOS qui se trouvent autour de lui. Vous connaissez pas ces personnes, vous aurez aucun contact avec elles, aucune donnée ne leur est dérobée, tout ça, on s'en fout. On se sert juste de leur appareil comme d'une balise Bluetooth.
C'est l'ensemble de ces balises avec qui votre iPhone perdu ou alors votre AirTag perdu communique, qui par triangulation, c'est un mot un peu compliqué, vont permettre de définir la localisation précise de l'appareil que vous cherchez, sans qu'aucune donnée sensible, que ce soit de votre côté ou des appareils avec lesquels vous avez transité, ne transite par les serveurs d'Apple. Donc c'est 100% chiffré de A à Z. C'est comme ça que fonctionne la localisation d'un iPhone, et c'est la même technologie qui est employée pour les AirTags. Donc un AirTag dans votre valise, en gros, pour vulgariser, il va crier à tous les appareils iOS ou macOS qu'il rencontre où il se trouve afin de vous en informer par une notification sur votre iPhone. Et ces balises, elles sont partout, parce que ce sont des iPhones, ce sont des iPads, des Apple Watch. Je vous laisse imaginer le nombre de témoins que ça représente, c'est à peu près 1 milliard d'appareils qui sont sur le réseau localisé. Le troisième point, c'est sans doute le moins soupçonné, et pourtant je pense que c'est pas des moindres. Je lui ai pas trouvé de nom pour ce point, essentiellement par manque d'inspiration. On va t'aider. Oui, vous allez m'aider peut-être. Si une âme charitable retrouve votre portefeuille avec son AirTag à l'intérieur, il sera en mesure de le scanner avec n'importe quel smartphone compatible NFC. Donc le scanner, ça revient juste à poser son smartphone sur le AirTag, et ça lui enverra vos coordonnées pour vous contacter et vous rendre votre portefeuille. Donc il va voir tout ce que vous avez indiqué, votre prénom peut-être, votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, afin de vous contacter et vous dire bon bah voilà, j'ai retrouvé ton portefeuille, je peux te l'emmener à telle adresse à telle heure. Donc les AirTags, il faut comprendre que ce ne sont que une petite brique d'un réseau mondial de localisation chiffré qui est en train de construire Apple, et ils seront disponibles le 30 avril à partir de 35 €. C'est un truc qui, je pense, est effectivement un marqueur. On en parlait tout à l'heure en intro, le marqueur de la technologie. Il y a déjà des concurrents, hein, il y a des Tile, il y a d'autres appareils qui existent avec ce même principe, donc d'attacher un appareil technologique à quelque chose qui n'est pas forcément technologique pour le géolocaliser tout le temps. Sauf que là, la grosse différence, c'est évidemment, comme tu le dis, Léo, le maillage hyper dense d'appareils Apple. Là encore, on n'aime peut-être pas, comme le disait tout à l'heure la personne dans l'avis sur le podcast, on n'aime peut-être pas forcément la marque, mais force est de constater qu'effectivement, c'est une marque qui rassemble une grande densité d'appareils qui ont une cohérence, et donc ça offre un parc pour géolocaliser les appareils assez dingue. Matt, est-ce que tu as prévu d'acheter 4 ou plus AirTags? Alors, tu sais que j'ai débuté le géocaching. Le géocaching, ce jeu, jeu qui vise à retrouver des petites capsules un peu partout disséminées. Et je me plaisais à réfléchir à peut-être une utilité avec les AirTags. Mais bref, oui, c'est sûr qu'on va en acheter. Les clés, évidemment, toutes sortes de choses. Mes enfants, mon chat, peut-être tout le monde en aura à la maison, mais non, sans farce, ce que j'aime bien, et pour avoir utilisé Tile pendant plusieurs années, juste les clés maintenant, les clés qui équipent vos véhicules sont quand même relativement dispendieuses, en fait très chères. Une clé maintenant qui vient avec, tout dépendant du véhicule, là, il y a certains modèles qui n'ont plus de clé, mais de retrouver ces éléments-là, c'est pas très cher comme garantie de restitution de tes clés. Le montant que ça va te coûter, ça coûte rien par rapport à un tel. L'avantage aussi, on peut remplacer la pile. Et est-ce que c'est un message vers les autres produits qu'on va avoir d'Apple, qu'on va pouvoir remplacer les piles? Je ne pense pas. Mais quand même, c'est intéressant que c'est, je pense, un des rares produits où on peut remplacer les piles. Il y avait les télécommandes à l'époque de l'Apple TV, qui avait à peu près la même, en fait, qui avait le CR2032. Mais c'est le premier produit qui va pouvoir le permettre aussi simplement. Je me réjouis. C'est clair que je me réjouis et que je vais en acheter. Il y a certains usages, mais peut-être qu'on ne sort pas assez en ce moment pour en trouver les avantages. Mais même chez soi, hein, moi, une des fonctions que j'utilise le plus avec mon Apple Watch, c'est de faire sonner mon iPhone parce que je sais pas où je l'ai laissé dans la maison. Donc, honnêtement, c'est une des fonctions. Moi, quand je parle aux gens qui ont une Apple Watch autour de moi, c'est une des fonctions qu'ils utilisent le plus. Et une fois qu'on l'a utilisé, il y a un effet indispensable. Et je crois qu'on va avoir ce même sentiment insoupçonné avec les AirTags dans les semaines et les mois à venir. Oui, et puis, excuse-moi, il y a quelque chose qu'il faut ajouter parce que c'est très important. Effectivement, c'est pas une nouveauté. Ça existe déjà, des trackers comme ça. Vous pouvez en trouver pour 10-15 € sur Amazon. Matt parlait de Tile. Effectivement, ça existe déjà. Là où c'est intéressant, c'est en termes de sécurité.
Premièrement, il y a effectivement ce maillage qui a été conçu et qui est ultra technique, qui demande beaucoup de technologie et surtout beaucoup d'engagement pour mettre ça, ce que je vous ai expliqué, ce système de triangulation avec les différents appareils iOS qui envoient du Bluetooth, etc. pour localiser votre appareil sans vraiment que cette localisation parvienne au serveur d'Apple. Ça déjà c'est très complexe à mettre en place et il y a très peu de marques qui le proposent. En plus de ça, il y a une sécurité qui a été mise en place par Apple. Parce que c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, est-ce que je peux tracer n'importe qui en mettant un tracker dans son sac ? Est-ce que je peux tracer n'importe qui en mettant un tracker dans sa voiture ? Ça va être un peu plus complexe que ça. Parce que si quelqu'un essaie de vous traquer, donc il met un AirTag dans votre voiture et que vous avez un iPhone, votre iPhone va détecter qu'il y a un AirTag aux alentours, qu'il bouge avec vous, mais que c'est pas le vôtre. Il n'est pas du tout appairé à votre iPhone. Et à ce moment-là, vous allez recevoir une notification qui va vous indiquer, il y a un AirTag quelque part autour de vous. Cherchez-le parce que c'est très étrange. Vous serez en mesure de le faire sonner pour voir où il est. Et imaginons que vous n'ayez pas d'iPhone, parce que ça arrive aussi. Bon, quelque part vous l'aurez mérité, mais ça peut arriver. Au bout de quelques temps, alors on n'est pas encore sûr au bout de combien de temps ça va se passer, mais le tracker, le AirTag va sonner de lui-même. Donc vous allez entendre quelque chose sonner dans votre sac et à ce moment-là vous pourrez l'écraser, voilà, pour faire perdre de l'argent à la personne qui a essayé de vous traquer et aussi pour lui faire perdre votre localisation accessoirement. Ou alors vous pouvez le mettre sur un chat errant, ça peut être encore plus drôle. Oui. T'es dur. Il y a des personnes qui soulignent le fait que du coup ça limite la pertinence de l'utilisation d'un AirTag pour protéger par exemple un vol de vélo par exemple. Oui, c'est certain que ça limite la pertinence, mais je pense qu'il y a un moment où il faut quand même penser un minimum à la sécurité et il faut faire des compromis. Le truc qu'on sait pas, c'est à partir de combien de temps le tracker sonnera. Pour l'instant, on a une info qui n'est pas officielle, on parle de 3 jours. Ça peut changer à tout moment parce que c'est un réglage qui est propre au réseau localisé, donc c'est pas inclus dans l'appareil directement, c'est pas définitif et ça n'a pas été annoncé par Apple. Ouais, je pense qu'effectivement ils l'ajusteront s'ils voient que ça ne correspond pas aux usages. C'est intéressant, hein, encore une fois, de voir que la vie privée prend le pas, parce que ça paraît évident quand on parle de chiffrement d'iPhone dans le cadre d'attaques terroristes. On récupère l'iPhone et puis non, Apple ne facilite pas au travers de portes dérobées ou de mécanique artificielle le fait de déchiffrer le téléphone. Donc promeut au-delà de tout la vie privée. Et là, c'est pareil, les AirTags, ils font le choix, ils sont cohérents, hein, d'arbitrer avant tout la protection de votre vie privée en tant que individu pour pas être espionné, pour pas qu'on abuse d'informations qu'on serait pas en droit d'avoir, quitte à défavoriser les personnes qui voudraient protéger durablement le vol de leur vélo. Bon, l'enseignement, c'est quand votre vélo est perdu, réagissez vite, quoi. Réagissez avant que le AirTag se manifeste. Ou acheter un vélo qui intègre le réseau Find My, qui intègre la fonction, oui, ça existe. C'est vrai, ils l'ont annoncé, on l'avait relayé il y a peu, ils ont ouvert effectivement le réseau localisé à des constructeurs tiers et je suis assez convaincu que tout ça est une émulsion très positive qui va dimensionner le réseau localisé à la hausse. Il faut souligner aussi, dernier élément, alors c'est pas dans la présentation mais il faut en faire l'écho, Tile justement s'est ému auprès des autorités américaines en disant que évidemment selon eux il y avait abus. On sait qu'Apple n'a pas facilité le déploiement des appareils Tile, et évidemment c'est un concurrent extrêmement sérieux et plutôt pertinent qui va... Ah, je miserais pas cher sur Tile face à un réseau tel que celui des AirTags d'Apple. Ce produit ne peut pas avoir de concurrence. Bon, et voilà, vous serez prévenus, préparez-vous. Matt, peut-être, non, un dernier élément sur les AirTags, ou est-ce qu'on enchaîne avec les autres produits? Tout simplement que Tile, au moment où je l'utilisais, ça prenait aussi un abonnement mensuel. Ah oui! Il y en a beaucoup que ça prend des abonnements mensuels, en plus d'acheter le produit. Là, la promesse, c'est que tu achètes le produit, tu remplaces la batterie tout le long de sa durée de vie, et après ça, il reste à toi, tu n'as pas un abonnement supplémentaire à payer, ce qui est quand même... oui, au niveau de la concurrence, il y a peut-être un enjeu aussi, là. Au pire, il mettrait ça rattaché aux abonnements Apple One, ce serait même pas choquant. Mais bon, c'est même pas demandé. Bon, on va parler du deuxième gros produit, élément phare relayé dans cette présentation, que Léo appelait de ses vœux. Ça fait des mois qu'il attendait un renouvellement du produit, donc j'imagine à quel point il a pu jubiler hier. Il s'agit d'une nouvelle Apple TV 4K, ou plus précisément d'une nouvelle télécommande, une nouvelle Siri Remote,
donc une nouvelle télécommande avec le bouton Siri sur le côté, qui ressemble beaucoup à l'ancienne télécommande aluminium qu'on avait il y a de ça des années, qui a une fonctionnalité de roue à la iPod pour défiler dans la lecture des médias, qui est disponible d'ailleurs en achat séparé, mais qui est désormais livré de son accessoire phare, l'Apple TV. Donc évidemment, vous l'avez compris, j'inverse un petit peu les rôles entre l'Apple TV et la télécommande, mais il faut dire que la nouvelle Apple TV 4K est forcément plus performante, plus puissante, a des éléments d'image qui sont beaucoup plus fluides, mais finalement c'est pas tant ça qui est intéressant. On pourrait d'ailleurs, oui, au passage souligner le fait que c'est le deuxième produit Apple qui est dit Thread, donc sans rentrer dans les détails, qui sont des éléments essentiels pour la domotique, Wi-Fi 6, A12 Bionic, mais tout ça c'est pas très très intéressant, je trouve. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de souligner le fait que l'accessoire qui accompagne l'Apple TV change et va être donc tout, comme je le disais, disponible à l'achat individuellement. Donc si jamais vous voulez pas changer votre Apple TV, mais changer cette satanée télécommande par une nouvelle, ben vous pourrez. Et puis elle va accompagner toutes les commercialisations de nouvelles Apple TV, y compris d'ailleurs l'Apple TV HD qui n'est pas 4K, qui est toujours commercialisé, mais qui est désormais commercialisé avec cette Siri Remote. Le prix de cette nouvelle Apple TV 4K, 199 € en version 32 Go et 219 € en 64 Go. Je sais pas qui va acheter la 32 Go avec cette différence de prix. Précommande le 30 avril, livré mi-mai. Allez, j'inverse un peu les rôles cette fois-ci. Matt, comment tu accueilles cette nouvelle Apple TV chez toi? Je l'accueille assez bien. C'est pas un produit pour lequel, si vous avez déjà une 4K à la maison, vous n'avez pas besoin de la changer, hein, à moins que la télécommande vous ennuie éperdument. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec la télécommande, cette espèce de panneau tactile qui avait été installé. C'est assez difficile pour fragile, certains. Ouais, fragile. Ouais, c'est comme une plaquette de verre. Fait qu'effectivement, à moins que vous vouliez changer absolument la télécommande, auquel cas je vous dirais changez juste la télécommande. Mais c'est pas vraiment un produit qui va nécessiter un achat rapide si vous avez déjà la 4K. Par contre, si vous avez l'ancien modèle et que il commence à s'essouffler, au signal, certaines applications maintenant sont pas aussi bien mises à jour que sur la 4K, notamment YouTube. Hein. Si vous utilisez l'application YouTube sur l'ancienne Apple Télé, vous n'avez pas les dernières interfaces. Alors, il commence déjà à faire une certaine restriction entre les deux Apple Télé. Alors, si vous en avez une vieille génération, vous avez une meilleure télé, peut-être faire le tour dans cette version-là avec la nouvelle télécommande. Et aussi, ils ont ajouté une trentaine de nouveaux jeux vidéo dans Apple Arcade. Ce qui commence à faire de plus en plus de sens d'avoir une console un petit peu plus forte pour pouvoir jouer à des jeux style NBA 2021. Fait que c'est pas un achat que je recommanderais si vous avez déjà une télé intelligente puis que tout va bien chez vous. C'est pas un achat que je recommanderais si vous avez déjà le modèle 4K. Peut-être la télécommande si vous êtes embêté avec la télécommande, mais pour le reste, c'est pas un achat vif qu'on doit faire tout de suite. Mais c'est un beau produit. Ici, typiquement, c'est assez concret en Amérique du Nord parce que on a beaucoup de fournisseurs de télévision, puis on n'a pas le concept des box comme vous avez en Europe. Alors, c'est pour ça que c'était peut-être un petit peu plus populaire, les Fire TV, les Roku ou Apple Télé. Je sais pas si en Europe, ce serait vraiment un achat aussi pertinent avec toutes les promotions que vous avez dans les box. Tu parles de jeux vidéo, d'ailleurs on précisera qu'elle est compatible aussi maintenant l'Apple TV avec les télécommandes des consoles de dernière génération, ce qui est quand même aussi un argument pour le jeu. Alors bon, Léo, c'est souvent que tu parles de la consommation de la tech que tu fais sous l'angle de la consommation des médias, de la culture de manière générale, en particulier des films, des séries. Dis-nous un petit peu, c'est quoi ta consommation de l'Apple TV et qu'est-ce que tu en attendais, qu'est-ce que tu relèves de cette annonce? Alors, j'étais heureux par défaut avec la nouvelle Apple TV parce que ça fait des mois, voire peut-être 1 an ou 2, que j'en attends une nouvelle. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais pas sauté le pas de l'Apple TV 4K. Je sais pas pourquoi. Pour une raison obscure, j'avais pas sauté le pas. Et là, ça fait des mois que je me dis, il y en a une qui va sortir. Je vais pas acheter l'Apple TV 4K maintenant. Donc, ça fait des mois que je n'utilise pas l'Apple TV. À ma grande tristesse, j'utilise Android TV, qui est fonctionnel, mais qui s'arrête là. Donc, je passe de très grands moments sur Android TV, sans mes petites applications de l'Apple TV. Ne serait-ce que retrouver l'application MyCanal, Netflix, etc. Ça me
me manque beaucoup, et une interface un minimum jolie, ça me ferait pas de mal. Plus le fait de plus avoir à taper avec le clavier virtuel, mais de taper depuis mon iPhone, parce qu'à chaque fois que tu veux taper un truc sur l'Apple TV, t'as une notification sur l'iPhone qui te permet d'écrire avec le clavier numérique. Tout ça me manque beaucoup. Tout ça me manquait beaucoup. Nouvelle Apple TV, j'en attendais pas grand chose du coup, j'attendais juste qu'elle sorte. Vraiment, là c'est un soulagement le fait qu'une nouvelle Apple TV sorte. En revanche, j'ai un petit truc à redire, c'est au niveau de la télécommande. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent la précédente télécommande, qui détestent son design, même si je trouve ça obscur, et qui détestent le pavé tactile. Et ça, je comprends totalement. C'est vrai que le pavé tactile, c'est design, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel. Parfois, c'est un petit peu chiant de se balader dans l'interface de l'Apple TV avec. Moi, elle me dérangeait pas plus que ça, et surtout, je suis très amoureux du design de l'ancienne télécommande de l'Apple TV. Ça a changé, et je la trouve pas affreuse, mais franchement pas loin. J'étais en train de faire mon live tweet au moment où ils ont présenté ça, donc j'étais concentré sur un autre produit, et j'ai tourné un petit peu la tête. J'ai regardé avec un demi-œil, et j'ai vu ce truc-là, cette espèce de tour grise là, et en fait j'ai cru que c'était la première télécommande d'Apple TV. Je sais pas si vous vous en souvenez. Bien Mais sûr. c'était pas ce qu'il y a de plus beau, et j'ai vraiment cru que c'était ça. Au début, je pensais qu'ils étaient partis dans une rétrospective des télécommandes de l'Apple TV pour arriver à la nouvelle, et en fait non, c'était la nouvelle. Donc voilà, pas hyper convaincu. Au niveau fonctionnalité, aucun problème. Il y a enfin un bouton mute, il y a enfin cette espèce de clickpad comme ils appellent, donc c'est une commande tactile, une sorte de roulette qui rappelle l'iPod. Donc ça va être plus fonctionnel, c'est certain. En revanche, en termes de design, je suis assez mécontent. Derrière, sur l'Apple TV, il n'y a pas grand-chose de nouveau, comme tu le disais, hein. Il y a un nouveau processeur, il y a du Dolby Atmos, etc., 4K HDR, tout ça. Il y a un truc, en revanche, qu'il faut retenir, c'est au niveau de la calibration. Et ça fait partie des features pour lesquels on doit remercier Apple. Parce que ça fait partie des trucs où, quand on le voit, on se dit, bah, c'est évident depuis le début, et on n'y a jamais pensé. Qu'est-ce que c'est que le calibrage de l'Apple TV? Au branchement de cette nouvelle Apple TV, elle va vous demander de coller votre iPhone face avant dans un encadré qui est prévu au centre de l'écran. Donc vous allez faire ça, on va peut-être avoir l'air un peu con de faire ça, mais vous allez voir, c'est très intelligent. Les Oh capteurs non, de moi je Face vais la calibrer tous les jours. Moi. Ah, mais avec grand plaisir. Les capteurs de Face ID vont analyser comment l'image est renvoyée sur votre télé afin de la calibrer. Donc quel que soit le modèle, l'âge de votre téléviseur, la qualité de votre câble HDMI, l'image que vous verrez sera étalonnée, à moindre coût, puisqu'elle se sert d'un appareil que vous avez déjà, votre iPhone. C'est brillant. Ouais, j'attendrais presque l'équivalent en audio, moi d'ailleurs. Matt? Tu peux le faire, hein, l'équivalent de calibrage en audio quand tu as des haut-parleurs Bluetooth avec le HomePod. Tu peux faire une espèce de calibrage avec ça. Fait que oui, ça existait déjà dans le son. Ça existait aussi dans les produits comme Sonos ou des produits comme ça, le calibrage au niveau du son. Fait que ça existait. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'image, ils ne l'avaient pas. C'est vrai que là, on est loin du minimalisme avec cette télécommande-là. Léo, quand tu mentionnais la première télécommande, tu parlais de la première génération en plastique blanc, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, parce que il y a eu celle en métal très très minimaliste, la deuxième avec une pile 2032 qui était quand même beaucoup plus design. On revient à quelque chose qui ressemble à ça, mais on ajoute beaucoup de boutons. On ajoute un bouton sur le côté. Alors souvent, quand la télécommande est prise dans le canapé, c'est plusieurs boutons qui vont s'allumer, ça risque de créer un problème. On ajoute un bouton aussi, c'est adieu le bouton menu. Hein, il y avait le bouton menu. Alors le bouton menu, ils l'ont essayé longtemps, ils l'ont écrit. Après ça, ils l'ont entouré de blanc. Puis ils ont dit non, finalement, on va faire une flèche vers la gauche comme Android, parce que je pense que c'est plus compris. Fait que le bouton menu est disparu. Et puis le power on/off, le bouton d'allumage de la télé est assez intelligent parce que présentement, c'est pas assez intuitif. Mais une fois qu'on a tout dit ça, il en demeure pas moins que c'est des boutons pour un usage. Ce qui rajoute, évidemment, il y a beaucoup d'usages sur une télé intelligente, sur une box, ce qui rajoute beaucoup de boutons. Et là, mon aspect design en prend un coup. Et en plus, la grosse bande noire en avant qui est très large. Initialement, c'était une petite pastille noire pour pouvoir diriger la télécommande vers l'infrarouge. Là, c'est beaucoup plus gros. Oui, c'est assez hideux
mais on va la trouver très très belle. Dans 6 mois, je vais avoir changé complètement. C'est certain. Moi, je vais même pas attendre 6 mois, je vais vous contredire tous les deux, à la fois sur l'aspect design et sur le minimalisme, parce que pour moi, ils ont remis la télécommande là où elle doit être, et ils sont, selon moi, allés beaucoup trop loin avec l'ancienne télécommande, que j'ai détestée du premier jour. Alors oui, c'est vrai qu'elle était jolie, mais très rapidement, il faut la mettre dans une coque de protection si vous voulez pas la massacrer. Malgré cela, si vous avez des enfants comme les miens, et malgré la coque de protection, elle sera tôt ou tard cassée sur le coin. Et surtout, quand on parle de design, il y a pour moi 2 choses. Il y a l'esthétique, mais il y a aussi l'usage et l'usabilité. Et aujourd'hui, ce qui fait que l'Apple TV ne fonctionne pas tant que ça dans mon salon, alors que Netflix est diffusé toute la journée, c'est qu'il y a un bouton Netflix qui est beaucoup plus évident sur la télécommande classique de la télé, et que mes enfants repèrent tout de suite le gros bouton où il y a écrit Netflix en rouge, et ils savent très très bien ce qu'il y a derrière. J'ai essayé de leur montrer sur l'Apple TV, et je vois vraiment une friction pour les enfants sur l'utilisation de cette ancienne télécommande, désormais ancienne, télécommande de l'Apple TV noire. On ne sait jamais où est l'avant, où est l'arrière. Il y a simplement ce bouton Siri, pour moi, sert de repère spatial, qui fait que on peut prendre la télécommande et savoir dans quel sens on l'a sans même la regarder, ce qui était impossible avec celle d'avant. Et pour moi, les boutons qui sont identifiés sur la télécommande d'aujourd'hui sont tous hyper pratiques et pertinents. J'ai vraiment hâte de sauter le pas, et moi aussi d'abandonner mon Apple TV HD pour la 4K. Donc j'encense cette télécommande plutôt que vous. On verra, on refera le point dans 6 mois pour voir si on rejoint nos avis respectifs. Moi, je pense que tous ceux qui n'aiment pas cette télécommande ne la méritent pas. Et j'ajouterais, le problème, c'est pas la télécommande, c'est tes enfants. Alors change les enfants. C'est vrai aussi. Mais ça, je le sais. Ça, j'en suis convaincu. Tu vois, en bon père, j'essaie de me persuader de l'inverse. Mais c'est évidemment mes enfants le problème. Un dernier point que j'ai identifié, je sais pas du tout si c'était le cas avant ou si c'est lié à la mise à jour. L'étalonnage, au passage, c'est lié à la mise à jour plus qu'à la nouvelle Apple TV. Donc vous l'aurez aussi sur une ancienne Apple TV. Mais c'est l'utilisation de la double paire d'AirPods, qui est une fonctionnalité que nous, on utilise. Chacun a sa paire d'AirPods, et quand on regarde quelque chose sur l'iPad en mobilité ou avant de s'endormir, c'est super pratique si on veut pas que les autres entendent autour de nous. Et de le proposer avec l'Apple TV, je trouve ça top. Donc désormais, sachez-le, avec l'Apple TV, vous allez pouvoir écouter avec 2 paires d'AirPods. Je sais que c'était possible avec une paire d'AirPods avant, mais je ne savais pas si c'était déjà possible de le faire avec une double paire d'AirPods. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a la réponse à cette interrogation. Avec l'Apple Télé que tu as déjà, tu peux le faire. Ça vient avec tvOS, en fait. Eh ben très bien. Donc je suis ravi de découvrir cette nouvelle fonctionnalité qui n'est pas liée au nouveau produit. Avant de changer, parlons de Ted Lasso. Dans toute la conférence, on a passé un bon 2-3 minutes sur Ted Lasso saison 2. Je sais pas vous messieurs si vous avez écouté Ted Lasso, mais c'est une super méga production qui donne le sourire, et dans cette période de Covid, ça fait franchement du bien. J'ai hâte que ça arrive. Et vous? Je traduis, Léo, quand les Québécois, je sais pas si tu le sais, mais ils disent écoute, en fait, ils veulent dire regarder, mais oui. Je connais maintenant bien les discours de Matt. Tu l'as vu, Ted Lasso, Léo? Alors non, pas du tout. Et puis alors ce moment-là, je l'ai ni écouté ni regardé. J'en ai profité pour faire une pause. Honte à toi, c'est pas bien. Alors sache-le, parce qu'on en a parlé dans Real Life avec Matt, c'est probablement la série qui m'a le plus donné le smile, qui m'a le plus enthousiasmé. Elle arrive en plus dans une période un peu compliquée, mais vraiment c'est une série sans aucune réserve en termes d'enthousiasme. C'est pas ma série préférée de tous les temps, mais c'est celle qui m'a apporté le plus de sourire et le plus de plaisir. Je comprends qu'il y ait autant de prix et autant d'encensement de la part du grand public. Jette-toi là-dessus, Léo. Avec grand plaisir, j'en ai vraiment jamais entendu parler en fait. C'est d'où. En plus, t'aimes le foot, toi, donc t'as même pas de mauvaise excuse. On va parler maintenant du M1 qui est présent, de plus en plus sur les appareils, qui va être présent sur de plus en plus d'appareils à l'avenir. Pour ceux qui ne le savent pas et qui referaient un point d'actualité, le M1, c'est ce processeur d'Apple qui était intégré dans les Mac Mini, dans les MacBook Air et les MacBook Pro, donc tout récent, d'il y a quelques mois, qui est un processeur maison, mais qui est surtout un processeur qui change d'architecture et change de manière dont il est dessiné, et ce n'est plus un processeur pensé pour la bureautique, qui se base sur l'architecture ARM, qui est initialement et historiquement plutôt pensé pour la mobilité. Donc ça a été très marquant de voir cette puce M1 arriver déjà dans un premier temps sur des ordinateurs personnels,
parce que c'était déjà un petit peu inédit, mais surtout parce qu'elle remplit extrêmement bien ses objectifs, à savoir d'offrir des performances excellentes pour un coût plutôt maîtrisé et surtout une consommation d'énergie hyper raisonnable, encensée par la plupart de la presse. C'est pas que nous qui disons que le processeur M1 est un bon processeur et une bonne intégration de processeur dans des ordinateurs. Et donc on a alors déjà dans un premier temps un nouveau Mac qui arrive équipé du M1, c'est l'iMac, mais pas n'importe quel iMac, mesdames et messieurs, le tout nouvel iMac multicouleur de ce printemps 2021. L'épaisseur est incroyable avec 1,15 cm d'épaisseur pour toute la machine. C'est pas que sur sa partie la plus fine, c'est toute la machine qui fait 1,15 cm d'épaisseur. Tout ça est posé sur un socle. Se décline en 7 couleurs, avec en plus les accessoires colorés compatibles. Les mauvaises langues sur l'écologie auront le droit de se plaindre, on les écoutera. Avec la souris, le trackpad, le clavier qui se décline sur les mêmes couleurs que l'iMac. On a la possibilité aussi d'avoir une option Touch ID sur un clavier, et éventuellement aussi le pavé numérique, super. 24 pouces, 4,5K, un son immersif assez inédit avec beaucoup d'équipements audio qui permettent à mon avis vraiment une restitution cinéma audio vraiment au top dans un si petit encombrement. Un nouveau cordon d'alimentation façon MagSafe, donc qui s'aimante à l'arrière de l'appareil. 2 ports USB-C, entre 2 et 4 ports selon la version de l'iMac que vous prenez, qui sont situés à l'arrière. Une caméra FaceTime HD 1080p, enfin 1080p, on revient de loin. Et des micros qualité studio. Alors je sais pas si on pourra prochainement enregistrer des podcasts avec un iMac, j'en doute encore un petit peu, mais sans doute qu'il y a du mieux. 256 Go de stockage à partir de 1449 €. Rajoutez, passez à 1669 € si vous voulez les 2 ports supplémentaires, un cœur graphique en plus, un port gigabit Ethernet et Touch ID, et 1899 € si vous voulez 512 Go. Ce qui est cher, mais ce qui n'est pas non plus délirant pour une gamme d'iMac. Précommande le 30 avril et livré mi-mai. Léo, que penses-tu de ce nouvel iMac, ou plutôt de ces nouveaux iMac ? Alors, il y a déjà quelque chose de très très important, c'est la couleur. Parce que je crois que si on prend... Tu provoques ou tu le penses vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh là, la couleur, quelle nouveauté technologique !» Alors, c'est très important en termes de communication. Parce que je pense, si on prend sur les 5, voire les 10 dernières années, l'iMac n'était pas du tout une machine à laquelle on pensait si on n'était pas déjà dans l'écosystème Apple et qu'on était assez avancé dans cet écosystème. Je crois qu'un étudiant, évidemment qui a les moyens, on s'entend, un étudiant ne pense pas du tout aujourd'hui à prendre un iMac comme ordinateur de bureau. J'ai l'impression que c'est un produit qu'on a un peu oublié avec le temps. Et je crois que la couleur va changer ça. Mais très sincèrement, je pense qu'en termes d'image, tous les étudiants vont avoir envie d'avoir un iMac vert, un iMac rouge, un iMac bleu sur leur bureau. Et à mon avis, on n'a pas fini de le voir sur Pinterest, dans des petites chambres d'adolescents new-yorkais, parisiens, etc. Je pense que ça va redevenir le produit iconique qu'il a été à une époque lointaine. Donc déjà, ça c'est une première chose, la couleur c'est extrêmement important. Et même d'un point de vue familial, combien de fois on a constaté ces dernières semaines la famille qui s'équipe de l'ordinateur avec l'écran classique, parce qu'on peut pas supporter de passer autant de temps sur un écran d'ordinateur portable, qui installe le gros écran avec tous les câbles au milieu du salon. C'est vrai qu'il a vraiment sa place dans un environnement familial aussi. J'avais pas forcément pensé aux étudiants. Une remarque sur le design, l'esthétique, la couleur, Matt? Alors, je suis d'accord. Et en plus, on revient un petit peu au premier iMac, quand Steve Jobs les avait présentés en couleur. Il y avait plusieurs sortes de couleurs. Au début, il y avait pas autant de choix, mais vers la fin, il y en avait plus. Alors, techniquement, très impressionnant ce qu'ils ont montré. C'est l'équivalent d'un iPad Pro avec un pied plus gros. C'est tout. C'est tellement fin, c'en est hallucinant. Fait que, techniquement, c'est impressionnant. De profil, il est très beau. D'en arrière, il est très beau. La couleur, c'est magnifique. Et j'arrête cette phrase-là. Et vous pouvez lire le sous-texte. OK? Je trouve que, personnellement, le port jack, l'emplacement du port jack c'est un peu gênant. C'est un petit peu honteux même. Tu sais ce que va te dire Léo? Oui, parce qu'on a besoin d'AirPods. Mais de mettre un port jack sur le côté comme ça. Alors, pour que vous compreniez bien, le port jack est tellement épais par rapport au iMac, c'est qu'ils pouvaient pas le placer en arrière. Alors, ils l'ont placé sur le côté. Ce qui fait que, de facto, les gens qui auraient, il y en a encore, des haut-parleurs avec des fils, ça va être
affreux. Alors peut-être qu'il ne mérite pas d'avoir un iMac. Je laisserai Léo trancher, mais je trouve ça. C'est ça. Je trouve ça un petit peu gênant. Et je suis très content de voir le clavier avec l'option Touch ID. Qui sera disponible, pas juste sur les iMac. On pourra acheter un clavier avec Touch ID pour exemple le Mac Mini. Ça, je trouve ça très beau. Par contre, je trouve personnellement que les couleurs versus le clavier, la souris de la même couleur que ton écran, ça fait un peu, tu sais, ces couples qui s'habillent de la même manière. Tu sais, on en connaît tous avec des tons pastels un peu qui ont l'air un peu cucu. Je sais pas si ça va très bien traverser le temps, mais oui, je le trouve magnifique, mais d'en arrière. D'en avant, la bande en bas de l'écran, je me questionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en bas de l'écran? Pourquoi on avait besoin de... Je comprends pas, messieurs d'Apple, mesdames, pourquoi on avait besoin d'une grosse bande en avant, en dessous, et en plus, le ton pastel... Pourquoi pas avoir conservé la couleur qu'il y avait en arrière? Et pourquoi vous avez fait disparaître le logo? C'est toujours beau d'avoir le logo d'Apple en avant. Fait que bref, je suis mitigé. J'en aurais pas. Je trouve que pour mes besoins, c'est absolument pas le produit ultime. Par contre, je pense que Léo est complètement va détruire mon argumentaire. Pas tellement. C'est un vrai choix de design qu'a fait Apple. En effet, la couleur pastel sur l'avant, peut-être qu'on aurait pu s'en passer. Là-dessus, je te rejoins. Sur le menton. L'encadré blanc aussi. L'encadré blanc. Oui. Alors ça, pourquoi pas? Ça me gêne pas tant que ça, le fait que le tour de l'écran soit blanc pour le coup. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vieillis. Je commence à faiblir, mais ça me dérange pas tant que ça là pour le coup sur cet iMac. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant. Tu parlais du menton, et ça en fait, c'est pas du tout une contrainte technique, c'est une vraie contrainte par design. Ce qu'aurait pu faire Apple, c'était rendre un iMac qui était plus épais. Après tout, sur un ordinateur fixe, c'est pas très important d'avoir un écran extrêmement fin. Ils ont fait le choix de faire l'écran le plus fin possible. Je sais pas si c'est une démonstration ou si c'est un vrai choix de design, mais en tout cas c'est particulier parce qu'effectivement, on se retrouve avec un menton qui est nécessaire parce qu'il y a à peu près 70 à 80% des composants qui sont dans le menton. Faut vraiment se rendre compte de ça. Ce design, il est permis par la puce M1. Qui au-delà d'être extrêmement puissante est ridiculement petite. Dans la puce M1, il n'y a pas que le processeur, il y a aussi la carte graphique, il y a aussi la mémoire RAM, etc. Il y a énormément de choses dans la puce M1. Et ça, je pense qu'au-delà des performances de la M1, elle est là, la véritable avancée. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un écran qui fait 11,5 mm d'épaisseur? Rendez-vous compte quand même de la taille que ça fait, c'est vraiment ridicule. Pour nous mettre un menton à l'avant qui du coup bouge pas par rapport aux autres iMac, je sais pas, c'est un choix particulier. Ils ont fait le choix que quand vous regardez un iMac 24 pouces de profil, il ressemble à un iPad sur un Magic Keyboard. Et j'aimerais t'entendre, Léo, sur le port jack, la position du port jack. Alors le port jack, c'est vrai que j'avais pas pensé pour les enceintes. J'avais pensé que pour les casques, etc., ça me dérangeait pas tant que ça. Effectivement, là encore une fois, c'est une contrainte technique, une contrainte de design. Et oui, en effet, ça va pas être très joli, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à vous dire. Tant pis. Moi, je vais vous remettre en avant le témoignage des mêmes personnes que je citais tout à l'heure, qui travaillent autour de moi dans l'environnement créatif et qui n'aiment pas le mauve, les pauvres. Sur leur iMac de travail, il y a systématiquement la partie inférieure de l'iMac qui est plombée de post-it avec les mots de passe, les références Pantone, ces trucs-là. Et donc, il fallait forcément une place. Et comme c'est toujours recouvert de post-it, ils se sont dit pourquoi mettre le logo si c'est pour le cacher. Voilà, allez là, l'explication. Seulement, il y avait des logiciels qui permettaient d'écrire du texte. Et voire même de faire des post-it numériques, si seulement. Ou encore quelque chose de fou, sauvegarder les mots de passe. Oui, en plus. Bon, c'est pas grave, les mots de passe, tout le monde peut les consulter, c'est pas très grave. On va terminer ce tour de piste par le podium, pour moi, quelque chose qui est le plus marquant avec les AirTags en termes d'historique et d'avancée historique sur le plan de la technologie, c'est l'iPad Pro, qui est l'iPad de tous les superlatifs, qui d'ailleurs en sont soporifiques quand on commence à les lister. Sachez qu'il y a un écran complètement incroyable, surtout sur la version 13 pouces, qui vous offre des contrastes de dingue, des qualités d'affichage incroyables, évidemment le rafraîchissement des images en 120 Hz qui est apprécié sur l'iPad Pro, des performances de restitution d'affichage, j'allais dire, en 11 pouces, qui sont moins impressionnantes que celles du 13 pouces, mais qui sont quand même dans le haut du panier sur
ce type de produit, désormais compatible 5G, qui est Wi-Fi 6 évidemment, une caméra ultra grand angle qui vous recadre, donc un peu comme les Logitech, un peu comme les webcams là. En gros, quand vous faites des visios, ça va vous recadrer, vous et les personnes qui vous entourent, pour avoir toujours le cadrage qui va bien et prendre le plus de personnes possible dans le cadrage. Face ID et pas Touch ID. Des caméras derrière grand angle, ultra grand angle et lidar pour ceux qui prennent des photos avec leurs iPads. Une déclinaison du Magic Keyboard très onéreux mais très très élégant en blanc. N'empêche qu'il est vachement sexy, je trouve, en blanc. Toujours très très beau en blanc. Toujours évidemment cet iPad compatible Pencil. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il arrive avec le M1. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très 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 marquant. C'est le processeur qu'on nous a présenté comme étant le processeur qui succède au processeur Intel pour les ordinateurs, mais qui du coup intègre directement l'iPad. C'est pas encore livré avec macOS, et pourtant, comme macOS Big Sur fonctionne sur le M1, on est en droit de se dire qu'il y aura prochainement du macOS ou du iOS qui vont fusionner, ou en tout cas, on va sans doute voir des choses arriver là-dessus. Peut-être, on verra. Le prix, la version 128 Go pour le 11 pouces, 899 € et 1219 € pour le 13 pouces. Et on a des configurations qui peuvent désormais aller jusqu'à 2 Tera. Pour 11 pouces, ça fait plus de 2000 €, 2109 € et excusez-moi, 13 pouces, 2429 € pour 2 Tera, précommande le 30 avril et livré mi-mai. Bon, c'est l'iPad le plus excitant et le plus onéreux. Est-ce que toi aussi, Léo, tu as identifié le marqueur que représente le fait d'avoir une puce M1 dans un iPad? Alors oui et non. Ce qui est intéressant, là où on peut saluer Apple, c'est qu'ils continuent à innover sur la puissance de leur tablette qui bouffe déjà tout le marché. Ça c'est intéressant parce qu'ils viennent enterrer encore un peu plus la concurrence si elle ne l'était déjà pas assez, alors qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais pour autant, est-ce vraiment une innovation que de mettre une puce M1 dans un iPad ? C'est évident qu'en termes de puissance, c'est extrêmement important. L'iPad Pro va être une machine de guerre sans forcément pouvoir en faire profiter le software pour le moment qui est assez limité. Mais c'est pas une innovation dans le sens où la puce existe déjà. Je crois que le message était assez clair pendant la keynote avec le sketch sur le thème de Mission Impossible, qui était conclu par le message « La puissance du Mac volée pour l'iPad Pro ». Donc je pense qu'il n'y a pas à chercher une raison quelconque pour laquelle Apple aurait mis une puce M1 dans l'iPad. Je pense qu'ils l'ont fait juste parce qu'ils le peuvent. Donc maintenant, on va attendre de voir la WWDC s'ils font quelque chose de cette puissance. Donc on peut penser à une meilleure prise en charge des écrans externes, l'arrivée d'apps comme Final Cut. Je crois pas du tout à une arrivée de macOS et je la souhaite pas sur iPad, mais peut-être un OS qui est vraiment très modifié, peut-être la possibilité de faire tourner des apps macOS, vu que c'est la même puce, c'est le même processeur. On peut tout imaginer, mais il va falloir attendre. Pour l'instant, c'est pas une révolution. Parce que je pense que vous allez pas avoir une grande différence sur la puissance de votre iPad. Moi, je suis pas tellement limité en fait sur les applications que j'utilise au quotidien. Donc, attendons de voir la WWDC. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Ça ouvre certains usages, hein, j'imagine le développement par exemple. Aujourd'hui, si on propose un Xcode sur iPad Pro avec le M1, ça fait beaucoup de sens probablement pour l'environnement du développement, et ça ferait sens d'avoir autant de puissance derrière. Et la RAM, je pense aussi quand même à la possibilité de jongler entre les apps sans avoir à ce qu'elles se relancent trop. C'est vrai que quand on a des appareils iOS qui ont un peu moins de RAM, souvent quand on lance plusieurs applications et qu'on jongle entre les applications, on peut avoir quand même des applications qui au lancement peinent un peu parce qu'elles se rafraîchissent, elles sont un peu libérées au niveau de la RAM. Ce sera sans doute moins le cas sur cet iPad Pro, forcément. Et plus intéressant encore que la présence de la puce M1, je crois, en tout cas à ma connaissance, que c'est la première fois qu'Apple communique la RAM d'un iPad. Oui. En termes de communication, effectivement, c'est la première fois et on sait que c'est quelque chose qu'on surveille, à quel point est-ce qu'ils parlent des caractéristiques techniques ou pas, ou plutôt des performances, mais effectivement, c'est la première fois qu'ils en parlent. Bon, ça augure un très très bel avenir pour l'iPad Pro. Je suis assez persuadé que si vous achetez un iPad Pro, vous n'aurez pas besoin de le changer avant un bon moment. Matt, quelle observation tu fais de cette itération de l'iPad Pro ? Ça devient le iPad des barbus. Hein. C'est le iPad où on peut dire j'ai tant de RAM, c'est le iPad où on peut dire j'ai tant d'espace. C'est vraiment lui qui est assez distinctif. C'est vraiment un produit professionnel. Il sera distinctif encore plus à mes yeux s'il y a vraiment un axe logiciel qui le différencie des autres. Sinon, je vois pas encore beaucoup
pour monsieur, madame, tout le monde, on s'entend, l'intérêt d'aller dans ces gammes de prix-là, mais toutefois, je vais en avoir un. Ouais, c'est un investissement par certains aspects. Je pense qu'encore une fois, c'est un iPad que tu vas pouvoir utiliser. Déjà, les iPads sont des appareils qui sont plutôt durables. Moi, j'ai un très vieil iPad Pro de 10,9 pouces, un des premiers iPad Pro. Il me sert encore beaucoup aujourd'hui. Il a pas souffert, il souffre pas au quotidien quand je l'utilise. Inutile de dire que quand vous achetez ce type de produit, vous êtes sur un investissement de longues années de production, de consommation informatique, indéniablement. On a fait le tour sur les iPads, ou est-ce que vous vouliez souligner un dernier élément, Léo, Matt? On peut parler podcast aussi si vous voulez. Non, il y a juste quelque chose, je sais pas si tu l'as dit, il y a une grosse différence entre le 11 pouces et le 13 pouces, enfin le 12,9 pouces, c'est l'écran. Oui, je suis pas rentré dans les détails, effectivement, il y a beaucoup plus de contraste, etc. sur le 13 pouces, mais oui, c'est vrai que c'est très important de souligner ces différences quand même. L'écran du 11 pouces qui est juste Liquid Retina, et l'écran du 13 pouces qui est Liquid Retina XDR. Donc on va peut-être pas rentrer effectivement dans les spécifications techniques, mais en tout cas, si vous prévoyez d'acheter votre iPad, faites attention à ça. Ouais, et c'est vraiment très différent d'avoir un 13 pouces ou un 11 pouces entre les mains au quotidien, donc c'est vraiment un arbitrage à faire, mais effectivement la techno d'affichage avec les mini LED pour le 13 pouces est très très impressionnante et permet des contrastes et des luminosités assez incroyables. Bon, si vous voulez pas de compromis, prenez le 13 pouces, de toute façon vous serez le plus satisfait. On va conclure cette série de relais d'annonces Apple avec quand même un élément, parce que si on n'en parle pas dans un podcast, on n'en parlera nulle part, c'est celui du réaménagement par Apple de l'application Apple Podcast et du service qui va derrière. Et évidemment, Apple qui a envie de tirer son épingle du jeu, probablement manger une part du gâteau du business autour du podcast, et qui va proposer notamment, ils rafraîchissent l'interface de consultation de podcast, qui est pas inintéressant, c'est une application qui est très utilisée dans le monde du podcast, Apple Podcast, mais derrière, il y a surtout la possibilité, en tant que créateur de podcast, de proposer des contenus premium, donc en gros de proposer aux auditeurs de s'abonner, soit pour avoir accès à des épisodes exceptionnels, comme on peut l'avoir avec Patreon, patreon.com/techcafé, ou vous avez aussi la possibilité de proposer des podcasts qui seront 100% payants. Je suis très peu convaincu par la viabilité d'un podcast qui serait que payant. Je suis beaucoup plus convaincu par des modèles un peu freemium, c'est-à-dire qui est des épisodes gratuits et qui proposent du contenu premium via Apple Podcast. Matt, je peux pas m'empêcher évidemment de te solliciter pour essayer de savoir ce que tu penses de cette proposition. Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle te convainc, toi? Est-ce que tu as envie de l'utiliser? La question c'est enfin ou déjà? Il était temps qu'il y ait une solution du côté de chez Apple. Moi, je suis pas tout à fait de ton avis par rapport au podcast payant. Il y a certaines verticales professionnelles, je pense, qui peuvent être à travailler là-dedans. Je pense qu'un podcast sur une thématique très particulière qui se retrouverait pas ailleurs, qui nécessite un travail d'une équipe incroyable en arrière, pourrait être vachement intéressant. Et quoi de mieux qu'avoir une application qui se retrouve partout sur tout un écosystème qu'Apple. Je pense qu'il y a de quoi à jouer là. Il y avait des applications universitaires un bout de temps où on pouvait avoir des modèles payants, mais c'était pas intégré dans les podcasts. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ma question, ça va être, est-ce que Apple va encore prendre son 30% sur chaque podcast que tu vas vendre? Ça va être super intéressant à voir dans l'avenir, où ils vont plus se rapprocher sur la création numérique comme les livres ou des choses comme ça. Fait que je suis vraiment intrigué. Peu de détails, hein, pas beaucoup. On voit que ça n'intéresse que quelques créateurs de podcasts et on n'a pas parlé beaucoup, mais on en a parlé juste un petit peu pour dire que ça s'en vient, mais j'ai pas réussi à trouver de détails, ou je me suis pas encore assez intéressé en moins de 24 heures. On a quelques infos qui disent que donc déjà en tant que créateur, il y a une dîme de 19,90 € à régler par an, donc un même modèle que pour les développeurs. Bon, c'est 99 € pour les développeurs d'applications, là c'est 19,90 € pour les créateurs de podcasts, et il y a bien 30% qui est récupéré par Apple. La première année et les années suivantes, il ne fonctionne que 15% sur un abonnement. Je sais pas si c'est aussi facile de retranscrire un abonnement de service application à des podcasts. Il y a peut-être une particularité là qui est pas bien identifiée. En tout cas, c'est une proposition intéressante. Léo, comment tu observes cette proposition de valeur de la part d'Apple?
Je trouve ça très bien. Ne serait-ce que de voir que Apple mette l'accent sur le podcast. C'est un média qui, je pense, en est encore à ses débuts, malgré son âge. Et moi, je recommande de plus en plus aux gens d'écouter, de consommer du podcast, parce que c'est un média qui a vraiment sa place parmi ceux qu'on consomme au quotidien. Après, effectivement, c'est toujours discutable ce pourcentage et les raisons de ce pourcentage. Pas tellement le fait de prendre un pourcentage en soi, mais juste la hauteur, quoi. 30, c'est énorme. 15, ça devient déjà bien plus acceptable. 30%, ça me paraît très élevé quand même. Ouais, moi je suis toujours un petit peu à défendre en bon fanboy que je suis cette proposition de 30% et qui on retrouve d'ailleurs dans plein d'écosystèmes autour du jeu vidéo notamment parce que encore une fois, si jamais demain en tant que créateur de contenu, je peux aussi facilement que ça activer un levier de rémunération auprès d'un aussi grand parc d'utilisateurs, je trouve qu'effectivement il y a une rémunération qui vaut ça vaut les 30% selon moi. C'est toujours compliqué à évaluer, mais bon. C'est quand même un frein pour exemple une personne qui voudrait souscrire à un abonnement pour un créateur de podcast sur une plateforme participative. C'est toujours un frein de se recréer un autre compte, de gérer ça. Effectivement, l'axe, on clique, on souscrit, puis ça prend directement dans ton compte où tu payes tes apps, où tu payes ta musique, où tu payes tout. C'est clair que ça va être facilitant et même s'ils prennent 30%, si ça augmente de 300% l'entrée des revenus des créateurs de podcasts, soyons fous. C'est pas grave, ton 30% in fine. Ouais, tout à fait, tout à fait. On verra si ça a du succès ou pas. Ils vont nous en reparler de toute façon. On aura de l'actualité autour du podcast. C'est cool. On a quelques éléments d'actu tech. Alors on va pas s'étaler plus que ça, mais on a quelques éléments qu'on peut quand même partager ensemble autour de Clubhouse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, qui est ce réseau social basé sur la conversation live audio uniquement, qui a fait une nouvelle levée de fonds, qui est valorisée désormais à 4 milliards de dollars. Je crois que ça a tout simplement doublé sa valorisation depuis le début de l'année. Par contre, les installations s'écroulent de 72%, je crois, sur les dernières périodes. De toute façon, c'est une fonctionnalité qui va être dispo un peu partout. On nous parle de Facebook, de LinkedIn. Il y a évidemment Twitter Spaces qui est dispo, qui commence à être dispo un petit peu partout. Et même Reddit. Donc vraiment, on en a à toutes les sauces. Et pendant qu'on parle de Facebook, on peut mentionner aussi qu'ils sont toujours sur le créneau de la rencontre. Moi, j'étais persuadé que Facebook serait un acteur hyper pertinent dans le domaine de la rencontre, à croire qu'on fait pas assez confiance à Facebook. Je me demande pourquoi, pour la rencontre des vrais gens. Ils abandonnent quand même pas le projet parce qu'ils veulent réinventer Chatroulette, ni plus ni moins, une fonctionnalité de speed dating de 3 minutes en vidéo et après ça abandonne la conversation et le lien si jamais vous n'avez pas échangé vos coordonnées. Bizarrement, je mise encore moins d'espoir là-dessus que sur le dating classique, et qui travaille un petit peu main dans la main avec Spotify pour proposer là aussi pas mal de solutions autour de l'audio, autour de la création, mais aussi autour du podcast. Il y a de belles choses qui se passent autour du social audio, si je puis dire. Léo, une observation sur cette micro-rubrique ? Ouais, par rapport à Clubhouse, moi je pense que le concept de Clubhouse est une très bonne idée d'intégration, mais pas du tout d'application. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'aller écouter des Clubhouse, des gens parler en live tous les jours. Je veux le faire de temps en temps. Le problème, c'est que pour être au courant de ce qui se passe sur Clubhouse, il faut que j'aille sur Clubhouse. Mais ça me ramène à mon premier problème que je vous ai cité. J'ai pas envie d'y aller sur Clubhouse. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et en fait, à partir du moment où la fonction sera disponible sur Twitter, sur même LinkedIn, pourquoi pas ? C'est une bonne plateforme pour ce genre d'outils. Et ben à partir du moment où ça sera disponible là, j'irai plus jamais sur Clubhouse. Et j'y vais déjà pas beaucoup. Mais de temps en temps, quand je serai en train de regarder toute mon actualité sur Twitter, les tweets de ma timeline, je verrai qu'il y a quelqu'un qui est en live avec une autre personne que je suis pas, et à ce moment-là ça va peut-être m'intriguer. Au moins je vais aller cliquer et puis je vais aller écouter ça, mais me retrouver régulièrement sur Clubhouse, j'y crois pas une seule seconde. Juste avant de tendre le micro vers Matt, qui aura peut-être envie d'enfoncer encore un clou sur le sujet de Clubhouse, quand on regarde un peu le panorama de la création et de l'innovation technologique, que tu suis évidemment de très près Léo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu déroutant finalement quand on y réfléchit avec la conclusion que tu donnes ? Je suis derrière Clubhouse, j'ai une très bonne idée, je veux permettre aux gens de manière un peu originale, rapide, facile, qui puissent converser partout dans le monde en live, en facilitant
et en levant un certain nombre de freins. Aujourd'hui, je propose ça, j'ai deux choix. Soit je vais voir des géants technologiques qui ont déjà un parc installé et qui ont déjà une communauté d'utilisateurs importante, et je leur dis, j'ai une super idée, est-ce que ça voudrait pas qu'on la fasse? Auquel cas, très probablement, ils vont me rironner, ou ils vont le faire, ou peut-être même ils vont me rironner et ils vont le faire juste derrière. Ou je propose, et j'ai pas d'autre choix que de proposer mon cas d'usage sur le marché, que de lancer une application. Clubhouse a fait ce que n'importe qui ferait avec cette idée-là, je pense, c'est-à-dire lancer une application qui, effectivement, dans sa nature même, est vouée à l'échec, parce que jamais on aura envie de recréer une installation pour un usage aussi intéressant soit-il. En fait, il est quand même vachement restreint. Est-ce que quelque part, ça rend pas l'innovation technologique un peu amère de voir cette situation? Si, bien sûr. En fait, le problème, c'est que ton idée, elle est bonne, mais elle est pas assez bonne pour que j'ai envie d'avoir une app dédiée à ça. C'est-à-dire que le concept est cool, mais je te conseillerais de te faire racheter par un gros qui va me la proposer de temps en temps dans un service que j'ai envie d'utiliser au quotidien. Là, en fait, le problème, c'est que l'idée est bonne, mais il y a plein d'autres gens qui ont de bonnes idées, et si je dois avoir à chaque fois une app pour chaque bonne idée sur mon téléphone, c'est pas que ça me prend de la place, je m'en fous. À chaque fois, je prends pas le stockage maximum, mais presque. Donc c'est vraiment pas une question de ça. C'est juste que je vais plus y penser, et puis je vais plus y aller parce que j'ai plein d'autres apps. Faut que j'aille sur Twitter, sur Instagram, etc. Alors c'est peut-être un petit peu fataliste, mais en tout cas, moi, je le vois dans mon usage. Clubhouse, j'y suis jamais retourné, j'y suis allé 2 fois et puis c'était terminé. Ouais, comme Matt, mais je crois qu'il y allait encore moins longtemps que toi. Matt, tu avais définitivement installé Clubhouse quand je t'avais invité. Oui, je l'ai installé, c'est super intéressant, mais c'est tellement un gouffre de temps épouvantable. Ouais. Alors, c'est un gouffre de temps pour écouter ce qui va être dit. Souvent, c'est de l'impro, c'est pas tellement intéressant. Il y en a des très bons, hein, on se comprend. Mais il y a beaucoup d'impro là-dedans. Aussi, j'ai plus de temps, moi. J'ai Netflix, j'ai Crave, j'ai toutes ces plateformes-là. J'ai mes podcasts, j'ai mes livres. J'ai une vie. J'ai une vie. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Là. Si c'est une fonctionnalité qui est ajoutée à une plateforme, oui. Et c'est triste parce que on est rendu à une époque où on a beaucoup de façons de faire d'Instagram, exemple. On peut faire des photos, on peut faire des stories, on peut faire il y a plein de trucs d'Instagram. Ça devient d'ailleurs un calvaire pour comprendre ce qu'on fait des fois. Non, c'était même pas une bonne idée. Et puis, c'était même pas une bonne plateforme. C'était vraiment... ça a fait plaisir à quelques technophiles au début, qui étaient très, très enthousiastes. Et c'était bien. Mais c'est fini, là, c'est mort. De toute façon, on le voit dans les abonnements, ça s'écroule d'une manière... Et ça s'écrase la gueule complètement en ce moment. Moi, je m'étais beaucoup amusé au début avec Clubhouse et je prédisais un même avenir que Periscope. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite parce que j'ai l'impression que c'est précipité un petit peu. Un autre aspect de la tech pour conclure cette émission, autour de quelques infos sur l'environnement légal. On reviendra probablement sur tout ou partie de ces éléments avec Guillaume Poggiaspala. Le gouvernement britannique qui lance une enquête sur le rachat d'armes par Nvidia. Ça, c'était pas forcément prévu et il faut suivre ça de près, même si évidemment ça risque pas de bouleverser beaucoup les plans d'Nvidia dans le rachat d'armes dont on a déjà parlé, mais c'est quand même un élément à suivre parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Un rapport néerlandais indique qu'en 2010, il y a eu une enquête qui montrait que Huawei s'est pas mal impliqué dans de l'espionnage dans les technologies de l'opérateur néerlandais KPN. Donc là aussi un élément à suivre. C'est un peu difficile d'en tirer des grandes conclusions. On n'allait pas conclure tout de suite que Huawei serait bel et bien un grand pirate ou totalement l'inverse, mais ça montre qu'il y a des éléments d'enquête de 2010 qui ne ressortent que maintenant, qui avait été un petit peu tué à l'époque pour pas créer la panique. SolarWinds, dont on a déjà parlé, la faille historique dans le monde de la technologie basée sur la chaîne d'approvisionnement. L'Europe admet désormais faire partie des victimes de cette attaque. C'est un petit peu nouveau, on s'en doutait qu'il y avait des victimes européennes, mais il y en a bel et bien. Et les États-Unis ont commencé à sanctionner la Russie. Ça sent pas bon, avec des retraits de diplomates et des actions assez emblématiques. Dernier élément, le rachat de Discord par Microsoft qu'on avait identifié aux alentours de 10 milliards de dollars. En fait, on était tous partis sur le fait que ça se ferait. La seule question, c'était quand. Patatras, petite surprise de ces derniers jours, le rachat ne se fera pas. Ils étaient bel et
est bien évidemment en discussion, mais Discord viserait plutôt désormais une entrée en bourse. Matt, une réaction à une de ces news ? Ben, d'abord, un rapport néerlandais indique qu'en 2010, alors si vous trouvez que la fonction publique est lente, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Et s'en suivra un procès qui se terminera probablement en 2050. Alors si vous trouvez que tout l'axe légal aussi est lent, je vous l'accorde. Oui, effectivement. On est très réactif. C'est bon. Pour ce qui est de Discord, je suis surpris. Je trouvais que c'est très cohérent avec Xbox d'avoir un moyen de communiquer, d'avoir ces liens. Alors d'aller en bourse, oui. OK, on va voir ce que ça va donner en bourse. Est-ce que ça va s'écrouler? Ouais, pardon? Ils sont pas rentables, hein, Discord. Alors, c'est pas les premiers à se lancer en bourse en se posant la question de la rentabilité durable, mais... on va mettre la publicité où? Parce que je vois pas d'autres modèles hein, pour Discord. Des chats privatifs peut-être sur abonnement. Ah non, ça existe déjà ailleurs. Ouais. Bon Léo, tu as ton serveur Discord. Dis-nous tout. T'es submergé par ton propre serveur Discord. Je pense que tu peux être transparent avec nous. Est-ce que tu as une réaction là-dessus? Sur mon serveur Discord, oui. Bah écoutez, j'ai lancé ça sur Twitter en disant c'est bon, ça existe. Et il y a 2000 personnes qui sont arrivées d'un coup. Et c'était pas prévu. Et j'avais pas de modérateur ni rien. Donc on a très vite pris des modérateurs qui s'en sont chargés. Voilà. C'est génial cette histoire. Création d'emploi, c'est parfait. Est-ce que ça change vraiment le monde de ce Discord-là de Léo? Est-ce que ça change le monde? Je pense que ça lui apporte un petit peu oui, ça lui apporte un petit peu d'amour, à mon avis, ça change le monde. Combien de gifs animés sont échangés sur les AirPods? Alors, il y a un salon Buy AirPods avec un bot qui rappelle toutes les heures d'acheter des AirPods avec un lien. C'est évidemment une des raisons principales pour lesquelles ce serveur Discord existe, évidemment. Bah oui. C'est logique. Bon, merci beaucoup Léo et Matt de m'avoir accompagné pour cet épisode spécial de Tech Café. Moi, je prends toujours autant de plaisir à suivre les actus d'Apple évidemment, mais d'en échanger avec vous quelques heures après. Et je sais qu'on a toujours des bons retours, donc j'espère que ce sera le cas aussi pour cette émission. Il est temps de rappeler tout simplement aux auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver individuellement. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur un podcast qui s'appelle Relife, R-E-L-I-F-E, amélioration du quotidien. Vous pouvez même le demander à votre console connectée. En fait, maintenant, on est abonné, là, on est inscrit sur Amazon Music. Alors, vous pouvez retrouver Relife un peu partout. Vous pouvez me retrouver dans Apple différemment aussi, un autre podcast sur l'écosystème, celui-ci d'Apple. Et si vous voulez me lire, vous pouvez aller sur profduweb.com. Il y a tous les liens qui vont bien. Merci beaucoup Matt. D'ailleurs, un petit truc au passage, je trouve que les assistants vocaux, ça y est, eux aussi, ils ont compris ce que c'était que les podcasts. J'écoute de plus en plus les épisodes de podcasts que je suis via les assistants connectés. Ça marche maintenant. Ça a pris quand même un petit moment de Tech Café pour que ça fonctionne. Ils voulaient partir ma cafetière, pour vrai. Oh, c'est pas incompatible. Souvent, on écoute le podcast avec un bon café. C'est très cohérent. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout, ça devient gênant. On peut me retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, même sur Twitch maintenant, voilà, en tapant juste Léo Duff. Et on peut me retrouver également dans Takeout, qui n'est pas une succursale de Tech Café, qui est un podcast que j'ai rejoint il y a peu, ou dans lequel on parle aussi de tech. Et que j'adore. Excellent take-out à écouter évidemment chaque semaine. On t'a retrouvé aussi dans une interview, j'étais jaloux Léo de JQ. Oui. Donc voilà, j'étais très très jaloux parce que t'étais terriblement beau dans cette interview et ça montre ton succès et ta gloire. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir donc participé à cet épisode. Évidemment, vous arrêtez pas là si vous avez découvert Tech Café avec cet épisode. Il y a l'épisode précédent qui est très intéressant, qui est très cool. On vous explique pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a une pénurie des composants. Je vous explique ça avec Julien Brun, qui est un expert en matière de chaîne d'approvisionnement. Il est basé au Vietnam et il apporte toute sa pédagogie sur ce sujet. Il a d'ailleurs donné aussi une photographie du monde du développement logiciel en Asie au travers développement applicatif, des développements pour les services aux entreprises. C'est un épisode vraiment intéressant. Et puis, évidemment, Matt vous l'a dit, d'écouter Relife, l'amélioration du quotidien et le développement personnel sont au rendez-vous. Et puis, également, je peux vous inviter à écouter Paracle,
Paraculte, qui est un podcast de pop culture. On vous parle de choses qu'on a aimées. Et dernièrement, Guillaume Pogjastala, accompagné de Cassim Kelfi, vous ont parlé de Persona 4 et 5, jeux vidéo fort intéressants. Et il y a évidemment beaucoup de découvertes à faire dans Paraculte. Merci beaucoup de votre fidélité, merci de votre soutien sur Patreon, merci de partager l'émission à votre entourage. Je vous dis rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Acheter des AirTags.